Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on est encore en début de journée. Est-ce que c'est déjà le moment de faire un petit intermède, un petit quart d'heure juridique voilà, ou alors peut-être que c'est pour mieux s'en débarrasser. Mais bon, voilà, je dis ça avec un grand sourire, mais avec beaucoup de plaisir d'être parmi vous. Et puis, j'ai bien compris que j'étais le juriste de service et que donc l'assistance est peut-être moins de manière moins courante ou ouverte. Non, bon, alors très bien. Mais je n'étais pas inquiet de toute façon. Et puis c'est toujours intéressant de toute façon de venir discuter de ces questions de santé au travail. Alors, je voudrais aussi remercier en premier lieu l'INRS, l'équipe des organisateurs très précise. Benjamin Paty pour son invitation il y a quelque temps à venir à cette journée. Et donc, vous proposez un regard juridique sur ce droit de la santé au travail, comment il a évolué, quelles sont les tendances, et vous l'avez dit, faire part de résultats, alors pas que, mais de résultats d'une recherche qu'on a menée dernièrement sur ces questions de santé au travail et d'approche juridique de ces liens, de ces connexions entre organisation du travail et santé mentale. Alors quelques éléments généraux pour commencer tout d'abord. La première chose, puisqu'on fait du droit, en droit social, ce qui est important, c'est de bien saisir et de bien avoir à l'esprit ce caractère fondamental, essentiel, substantiel et je dirais même historique des questions de santé. Pour le dire différemment, en droit social, en droit du travail, la question de la santé, elle est fondamentale et elle est historique. C'est un sujet que l'on retrouve dans les premières lois sociales. J'ai mis quelques jalons que vous reconnaissez sur le travail des enfants, sur la prise en charge, enfin l'indemnisation des risques professionnels, etc., etc. Voilà, cette question de la santé au travail, elle était déjà centrale dans les premières lois sociales. Alors aujourd'hui, cet impératif de sécurité demeure, quelles que soient les tailles de l'entreprise, les fonctions des individus, les modes d'organisation. On a toujours cette prégnance de la santé, dans les problématiques de travail. Alors deuxième chose, je suis juriste, donc moi j'ai moins l'habitude des chiffres, mais là, pour citer à nouveau une étude de la DARES sur cette acuité, cette prégnance des problématiques de santé mentale. Un chiffre, au début de l'année 2021, je crois que l'étude datait du début de l'année 2021, un peu moins d'un tiers des salariés s'estimaient en situation de souffrance santé mentale. Alors bien évidemment, on était au sortir d'une période de crise sanitaire, mais l'enquête, précisément et expressément, mettait également ce chiffre, qui est quand même relativement élevé, avec des problématiques d'organisation du travail. Donc sur tous ces sujets, le droit est important et puis ça va peut-être être mon job aujourd'hui de vous en convaincre. Le droit est souvent perçu comme un point de réglementation, comme un point de cadrage technique. Or, au-delà de sa fonction de réglementation et de sanction, je crois aussi que le droit, derrière les lois, la jurisprudence, etc., les négociations collectives, a une fonction d'impulsion et donc pour être aussi un déterminant, un facteur important de ces problématiques de santé au travail. Alors, je vais développer ma présentation en deux points. Premier point général pour reprendre un petit peu ces évolutions, ces tendances, ces grandes tendances qui se dessinent en matière de droit de la santé au travail. Et puis dans un deuxième point, pour être raccord bien évidemment avec la journée, je ferai un focus sur la question de l'organisation du travail pour montrer comment sur le plan juridique, cette question de l'organisation du travail prend en compte et intègre pleinement la question de la santé mentale. Alors vous l'avez dit, je m'appuie sur un certain nombre d'observations et de résultats qui résultent d'une recherche qui a été menée sur 3 ans. Le rapport est sur HAL, vous avez la référence sur la diapo, et puis a donné lieu à un ouvrage qui a été publié en septembre 2022 sur ces questions. Alors, premier point, d'où venons-nous, où allons-nous en matière de droit de la santé au travail? Quel est le mouvement général? L'idée, c'est que ce droit de la santé au travail, pour le dire simplement, mais très très simplement, et vous allez voir que
dans la minute qui va suivre, je vais corriger mon propos. C'est l'idée que ce droit a évolué d'un droit technique, matériel, de l'hygiène et la sécurité, vers aujourd'hui un droit de la santé au travail. C'est-à-dire un droit qui a évolué d'une approche technique, matérielle, opérationnelle, concrète, vers un droit de la santé au travail qui fait aujourd'hui beaucoup plus place aux individus, à la dimension subjective et aux personnes. Alors bien évidemment, ce mouvement ne s'est pas dessiné en un seul mouvement. Il y a eu plusieurs étapes que j'ai essayé de retranscrire ici. Alors, vous voyez, 1, 2, 3 temps. L'idée, ce n'est pas de voir ces 3 temps comme étant des étapes, des temps qui se succèdent, c'est-à-dire un premier temps qui se déroule, qui cesserait, et puis ensuite un deuxième temps, etc. Non, c'est plutôt l'idée de strates, d'étapes et de moments et d'exigences qui sont venus se surajouter. Le droit de la santé au travail, je le dis souvent, c'est une affaire de sédiments, de couches sédimentaires qui sont venues se surajouter les unes aux autres, si vous voulez, et qui fait qu'aujourd'hui, on a un triptyque, une triple articulation de problématiques d'hygiène, de sécurité, de prévention des risques professionnels et de protection de la santé. Donc, 3 temps, mais vous avez bien compris qu'ils ne sont pas des temps qui se sont succédés, des exigences qui se sont surajoutées, qui font aujourd'hui la diversité, l'élasticité du droit de la santé au travail. Alors le premier temps, c'est une exigence de sécurité qui est toujours inhérente à ce droit de la santé au travail, avec un jalon historique, la loi 1893 sur l'hygiène dans les établissements industriels, dont on retrouve, c'est ça qui est étonnant, un héritage dans le Code du travail aujourd'hui, l'article L4221-1 du Code du travail. Alors il y a quelques mots qui ont évolué, etc., mais est une disposition qui résulte directement de la loi de 1893. Donc on a tout d'abord cette exigence de sécurité, cette exigence matérielle d'organisation des risques dans l'entreprise, ce que j'appelle la sécurité organisationnelle. Et puis on a un deuxième niveau dans ce droit de la santé au travail, qui est l'exigence de prévention. Le droit de la santé au travail, bien évidemment, est aussi un droit de l'anticipation des risques, une sécurité préventive. Alors là, pour donner un jalon historique, bien évidemment, et vous l'avez déjà à l'esprit, c'est la directive de 1989 qui pose de manière générale, quel que soit le secteur privé ou public, quel que soit le type d'employeur, cette exigence de prévention. Et puis, troisième temps, le droit de la santé au travail est aussi devenu un droit de la protection de la santé de la personne. C'est l'idée que l'on retrouve en droit que le salarié, lorsqu'il franchit les portes de l'entreprise, il ne perd pas sa qualité de personne. Et que donc le droit de la santé au travail évolue, se construit, mute d'une certaine manière avec cette prise en compte de la qualité de personne derrière le salarié. Donc ça, c'est aussi une tendance qui est importante. Un jalon historique, là je vous ai mis la loi de 2002 parce que, alors pour faire un lien bien évidemment avec la journée, mais pas que ça, 2002 c'est quand même relativement récent, c'est la loi de 2002, vous le savez, qui a introduit dans le Code du travail le concept de santé mentale. Alors, cette articulation d'exigences de sécurité, de prévention et de santé, elle emporte un certain nombre de conséquences. Cette triple logique, elle emporte un certain nombre de conséquences. Alors on va pas tous je vais pas tous les détailler, mais je les mentionne juste. Première conséquence, c'est la diversification des risques. Le droit de la santé au travail évolue vers une prise en compte de l'ensemble des risques susceptibles de résulter de l'activité de l'entreprise. Alors bien évidemment les risques professionnels, mais aussi les risques environnementaux, les risques industriels et puis les risques de santé publique. Toulouse, Céveso, etc., Bhopal sont des exemples emblématiques de cette idée. Deuxième chose, je l'ai déjà plus ou moins dit, c'est la prise en compte de la personne, avec une prégnance très importante de la santé mentale, de laquelle résulte une exigence d'implication, de disponibilité du salarié. Il y a quelque chose, on y reviendra peut-être, de très très important dans cette prise en compte de la personne, de surpersonnalisation du travail et de surprofessionnalisation de la personne. Je présente souvent les choses comme ça, mais comme étant les deux faces, les deux revers d'une même médaille. Bien évidemment, montée en puissance de la négociation collective. Ça, c'est une tendance forte en droit du travail. Le périmètre, le territoire de la santé au travail n'échappe pas aussi à cette tendance. On a la question de la santé au travail qui s'ouvre de plus en plus à la négociation collective.
Quatrième conséquence, c'est la centralité de l'organisation du travail. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans mon deuxième point, je la mentionne ici, mais comme étant une conséquence importante. Et puis la cinquième conséquence, qui résulte de cette triple exigence de sécurité, de prévention et de santé, c'est un renforcement des interconnexions, de croisement, d'intercroisement entre les problématiques de santé au travail et les problématiques de santé publique, ce que nous, les juristes, appelons le droit commun de la santé. On a là, alors je ne sais pas si c'est un phénomène d'hybridation, mais on a vraiment des interconnexions très très fortes entre le droit de la santé au travail et la santé publique. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le droit de la santé au travail s'ouvre de plus en plus à des sujets, à des mécanismes, à des problématiques de santé publique. Et puis, dans le sens inverse, le droit de la santé publique, le droit commun de la santé, prend de plus en plus aussi en compte les problématiques de travail. Alors, dans le premier mouvement, le droit de la santé au travail qui s'ouvre aux problématiques de santé publique. Alors, la loi du 2 août 2021, mais bien évidemment, il y avait des illustrations de ce phénomène-là auparavant, mais juste pour rester sur la loi du 2 août 2021, les missions des services de prévention et de santé au travail qui sont élargies explicitement dans le Code du travail à des missions, à des objectifs de santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé publique. L'accès du médecin du travail au dossier médical partagé est aussi, enfin moi je le vois aussi comme une illustration de cette ouverture de la santé au travail aux problématiques de santé plus générales. Et puis l'instauration des médecins praticiens correspondants, vous le savez, c'est la possibilité, alors je ne crois pas qu'elle marche beaucoup, mais peut-être qu'il y aura des informations différentes dans la salle et puis derrière les écrans. Cette possibilité pour des médecins traitants classiques de ville de venir apporter leur concours au service de prévention et de santé au travail. Donc là, ce sont des illustrations typiques de ce mouvement que j'illustrais, que j'évoquais, d'ouverture du territoire de la santé au travail à des problématiques de santé publique. Et puis, ça marche également dans l'autre sens, c'est-à-dire que la question du travail, les problématiques professionnelles pénètrent aussi le champ de la santé publique. Ça, c'est la logique de l'exposome, ce concept qui a sa célébrité depuis quelques années, qui est explicitement dans le Code de la santé publique depuis la loi de 2016 et qui prévoit, disposition qui prévoit que la politique nationale de santé publique prend en compte l'ensemble des déterminants de la santé des individus et dans la liste, enfin dans les déterminants de la santé des individus qui sont évoqués dans le Code de la santé publique, on a précisément les conditions de travail. Donc c'est l'idée que le travail participe de la santé des individus et que donc les conditions de travail doivent être un élément qui est pris en compte également dans les politiques nationales de santé. Donc ça, c'est une cinquième conséquence de ce triptyque sécurité, prévention, santé qui me semble important et qui amène, vous l'avez bien compris, à une approche globale, systémique, large, très extensive des problématiques de santé au travail. Ça, c'est très très important parce que ce que j'essaye de décrire ici, c'est que le droit de la santé au travail, c'est pas un droit qui est sclérosé, qui est figé, qui est cadré, mais c'est quelque chose qui est plutôt élastique, qui est plutôt ouvert, qui est plutôt large et qui amène à appréhender les questions de santé de façon large. Donc voilà pour le premier point. D'où venons-nous, où allons-nous ? Les évolutions principales en droit de la santé au travail et puis leurs conséquences. Alors, deuxième point, je voudrais faire un focus sur l'organisation du travail pour faire un lien bien évidemment avec la journée et puis reprendre cette conséquence numéro 4 là, dans ma présentation des choses que nous avions tout à l'heure. Alors, sur le plan juridique, évoquer l'organisation du travail, c'est automatiquement avoir une approche large de la santé au travail. Alors bien évidemment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le rappelle. C'est l'idée de passer d'une approche
des simples conditions de travail vers l'organisation du travail. Alors ça peut paraître peut-être un petit peu théorique, un petit peu impalpable, ou dont vous vous demandez peut-être l'utilité de la chose, mais vous allez voir que derrière, il y a un courant jurisprudentiel qui s'est développé sur cette logique-là et qui emporte un certain nombre de conséquences. Donc ce qui est important d'observer en droit, et un certain nombre d'auteurs l'ont observé avec nous bien avant moi, c'est que l'organisation du travail, c'est bien évidemment de manière classique les conditions de travail, l'environnement concret, opérationnel, les fonctions de l'individu, le poste du travail. Voilà, les conditions de travail, celles qui se ressentent concrètement, avait évoqué un auteur il y a quelques années. Mais c'est aussi beaucoup plus largement le cadre général, l'environnement du travail au sein duquel l'individu va être amené à fournir sa prestation de travail, au sein duquel les collectifs du travail vont opérer, et le cadre très général au sein duquel l'employeur va déployer son activité. Donc il y a vraiment dans ce concept d'organisation du travail une approche extensive du prisme d'analyse du cadre professionnel et donc une approche extensive du cadre dans lequel les problématiques de santé au travail vont pouvoir être appréhendées. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, sur ce passage des simples conditions de travail vers une approche beaucoup plus large de l'organisation du travail, parce que derrière, il y a un élargissement du prisme qui me semble important. Et donc, l'organisation du travail, c'est le cadre physique, technique, opérationnel, les conditions de travail, mais c'est aussi le cadre d'emploi, le cadre administrativo-juridique, et puis le cadre structurel et interpersonnel, dans lequel on va intégrer les relations interpersonnelles, les relations sociales, le rôle des représentants du personnel, etc., etc. Alors, cette approche extensive sur le plan juridique de l'organisation du travail, elle emporte un certain nombre de conséquences. 3 conséquences, j'insisterai sur la troisième. La première conséquence, c'est qu'il faut bien comprendre que l'on parle des conditions de travail ou alors de l'organisation du travail, on reste sur le terrain des prérogatives de l'employeur. Ça reste le pouvoir de direction de l'employeur qui devient un pouvoir plus large d'organisation du travail. Mais on reste juridiquement, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, sur les prérogatives de l'employeur. Un collègue stéphanois, Stéphane Vernac, a évoqué ce pouvoir d'organisation de l'employeur comme étant un pouvoir sur le pouvoir. Donc il y a, dans ce mouvement d'élargissement du prisme, de passage des conditions de travail vers l'organisation du travail, il y a aussi simultanément un mouvement d'élargissement, d'agrandissement du pouvoir potentiel de l'employeur. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cet élargissement, il implique également une dimension plus subjective que j'ai évoquée tout à l'heure, avec la prise en compte de la personne, mais c'est l'idée aussi que l'organisation du travail, sur le plan juridique, intègre les relations interpersonnelles, donc l'individu, le positionnement de l'individu, et puis aussi les interconnexions interpersonnelles. Voilà pour les 2 premières conséquences. La troisième conséquence, alors je ne sais pas si je vous ai passionné ou si j'ai retenu votre attention, mais dans un diaporama, il y a toujours une diapo qui est importante. Donc, vous avez pu parfaitement ne pas m'avoir écouté. La suite ne sera que l'illustration de cette diapo-là. Je crois que c'est la 10e, en plus, je dois être au milieu. Je ne sais pas si le temps est coulé. Vous avez encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Voilà. J'allais dire, j'ai une seule chose à dire, elle est là. Alors c'est pour ça que je m'en excuse et à la voir en face de moi, c'est une diapo un petit peu chargée. Mais elle est importante. Donc vous avez bien compris, mutation du prisme d'analyse des conditions de travail vers l'organisation du travail. Et puis la conséquence derrière ça, c'est qu'en jurisprudence, eh bien, les juges contrôlent l'organisation du travail. C'est-à-dire que les juges ont développé une jurisprudence de contrôle de l'organisation du travail. Alors, un contrôle à proprement parler, c'est-à-dire une appréciation qualitative de l'organisation du travail. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a une organisation du travail ou pas, si l'employeur organise ou pas le travail, mais selon quelle modalité, dans quel cadre, selon quel dispositif, quel rouage, etc. Et puis surtout, quelles sont les conséquences. Et puisque c'est du contrôle, si les conséquences se révèlent, si les conséquences de cette organisation du travail se révèlent problématiques, délétères pour la santé des salariés, eh bien, qui dit contrôle dit sanction.
Donc c'est vraiment un pouvoir de contrôle à part entière, d'appréciation qualitative et puis de sanctions en corollaire. Alors cette jurisprudence, elle a été posée dans un arrêt important, l'arrêt Snecba, qui date de 2008, alors qui ne portait pas du tout sur des problématiques de santé mentale, mais qui est le premier arrêt dans lequel la Cour de cassation, sous couvert de l'obligation de sécurité qui était de résultat à l'époque, est venu apprécier qualitativement une organisation du travail qui n'avait produit aucun effet délétère. Il s'agissait d'un établissement qui était classé Céveso au seuil, dans lequel, par une note de service, l'employeur envisageait de réorganiser le cadre de travail, le roulement des équipes, etc. Il y avait des problématiques de permanence de salariés la nuit déjà, de roulement d'équipe, etc., etc. Mais les représentants du personnel avaient contesté devant le juge cette organisation du travail avant qu'elle soit mise en place. Donc elle n'avait produit aucun effet délétère. Mais typiquement, dans une approche qualitative de l'organisation du travail, les juges, dans cet arrêt, ont interdit à l'employeur de mettre en place cette organisation du travail parce qu'ils ont estimé qu'elle était susceptible de porter atteinte à la santé des salariés. Donc on est vraiment dans une appréciation qualitative et puis une sanction qui dit à l'employeur vous ne mettez pas en place cette organisation du travail. Donc, on a, voilà, dans l'arrêt Snecba, tout y est. Je vous ai mis quelques extraits en gras. Je pense que vous avez pu comprendre et ça fait écho un petit peu à ce que je disais. Et donc, c'est sur cette base de cette jurisprudence que les juges ont développé, ont étendu leur jurisprudence de contrôle des organisations du travail en l'élargissant sur le terrain de la santé mentale. Vous allez voir avec d'autres exemples qui vont suivre que c'est précisément dans cette logique de contrôle des organisations du travail que les juges ont intégré aussi la santé mentale. Donc on a en jurisprudence une appréciation de la santé mentale qui passe par cette prérogative forte, élargie de contrôle des juges des organisations du travail. Donc dans les diapos qui suivent, je reprends un certain nombre d'exemples parce que vous allez voir que cette jurisprudence s'est développée sur tout un tas de contentieux collectifs, individuels, dans lesquels les juges vont venir sanctionner les pressions psychologiques, la souffrance éthique, le management par la peur, par exemple, un leadership autoritaire, etc. etc. Donc, je passe rapidement quelques exemples qui sont développés dans les diapos suivantes, mais je crois que vous aurez accès au diaporama et donc ça vous permettra de reprendre les choses. La première affaire, décision de justice sont publiques, c'est l'affaire Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dans lesquelles l'employeur, sur 2-3 ans, avait mis en place un système d'évaluation et d'octroi de primes des salariés sur la base du benchmark. C'est-à-dire que les salariés, alors on était dans le secteur bancaire, n'avaient pas des objectifs dans les agences d'ouverture de comptes, de prêts, de nouveaux clients, etc. Leurs objectifs, c'était de faire mieux que les collègues et de faire mieux de l'agence à côté. D'accord ? Donc de telle sorte que leur performance, ils n'en avaient connaissance qu'à la fin d'un processus qui était annuel. D'accord ? Et ce cadre d'évaluation des salariés avait produit des effets catastrophiques en matière de santé au travail, avec tout un tas de choses qui sont mises en avant dans les décisions. Il y avait même eu des suicides, etc. etc. Et là, le juge, alors le premier juge, le TGI, a dit à l'employeur, là, il va falloir arrêter. La Cour d'appel, qui est intervenue en 2014, a observé, d'un point de vue juridique, ça peut être contestable, que l'employeur avait corrigé un petit peu le tir, donc l'employeur n'a pas été sanctionné devant la Cour d'appel. Mais là, on a typiquement un système d'évaluation des salariés, donc d'organisation du travail, qui a été sanctionné par l'employeur. Idem, dans le recours à l'expertise, là, un terrain de contentieux collectif. Ce ne sont que des exemples. Je ne suis pas exhaustif d'ailleurs dans la présentation des exemples. On est dans un hôpital, il y a une grève. Du coup, ça emporte des conséquences sur le travail des non-grévistes. Et dans ce cadre-là, de surcharge du travail des non-grévistes, les représentants du personnel décident de recourir à l'expertise, ce que l'employeur leur conteste. Et donc, il y a un contentieux. Et donc là, pour justifier ou pas le recours à l'expertise, la réponse va être positive. Là encore, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges de voir quelle était l'organisation du travail, quels effets elle avait produite, et pour aboutir à une situation qui, pour les juges, justifie le recours à une expertise. Mais on est toujours dans la même logique. Une appréciation qualitative de l'organisation du travail, quels sont les effets, quelles sont les conséquences, et derrière une sanction.
Alors sur le plan individuel, bien évidemment, et je pense que vous l'aviez déjà à l'esprit, c'est tout le contentieux sur le harcèlement moral. Là, alors il y a d'autres exemples hein, sur le management par la peur, sur les méthodes de gestion qui peuvent générer du harcèlement. On en a une illustration ici dans cet arrêt du 3 mars 2021 où le salarié a obtenu la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, c'est-à-dire que l'employeur a été condamné pour la rupture du contrat de travail qui avait été initié par le salarié, là encore, sur des problématiques d'organisation du travail délétère, notamment sur le terrain de la santé mentale. Bon, je passe un petit peu vite. Je voulais arriver sur cette jurisprudence parce que j'ai parlé pour l'instant de contentieux collectif. J'ai dit que cette jurisprudence de contrôle des organisations du travail, elle jouait sur tout un terrain de contentieux collectif, mais également individuel. C'est-à-dire que là encore, on va sur le terrain individuel apprécier, c'est l'exemple que vous avez sous les yeux, le type de management, le comportement du manager, comment le supérieur se comporte. Là, le manager est perçu comme étant un rouage de l'organisation du travail, mais c'est la même logique. Et le comportement délétère du manager peut donner lieu à un licenciement disciplinaire, c'est-à-dire un licenciement fautif, voire, on a de la jurisprudence là-dessus, un licenciement pour insuffisance professionnelle. Alors là, ça va plus loin, parce que pour les juges, ça veut dire que le manager qui n'est pas capable de mettre en place une organisation du travail saine pour la santé des salariés, eh ben, il est incompétent. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Mais on a de la jurisprudence là-dessus qui sanctionne le manager sur le plan individuel pour insuffisance professionnelle. Alors, un autre exemple en matière d'indemnisation suite à un accident du travail, une faute inexcusable, où là encore, il y a un certain nombre de reproches qui sont faits à l'employeur sur le cadre d'organisation du travail qu'il avait mis en place, et puis sur les conséquences qui en étaient résultées. Donc, vous voyez, sur tous ces contentieux, on a la même logique qui joue. Alors, qu'en pensez? C'est la dernière diapo, il me doit me rester 2-3 minutes. Un pronostic. Vous avez bien compris qu'au regard de ce que je viens de dire, le risque de contentieux, il est élevé, il est réel. Il est très très réel que devant le juge puisse être contesté sur le plan collectif ou sur le plan individuel une organisation du travail et que le juge vienne apprécier les effets délétères de l'organisation du travail sur la santé mentale des salariés. Donc voilà, il faut le savoir, il y a un risque de contentieux. Un étonnement peut-être, parce que vous avez compris que, et notre recherche était basée là-dessus, et ma présentation l'était également, ce passage d'un prisme des conditions de travail vers l'organisation du travail sur lequel les juges fondent un pouvoir extensif de contrôle et de sanction, donne une orientation qui est quand même assez forte. Alors il y a un étonnement, c'est l'ANI de 2020. Je n'étais pas dans les couloirs de négociation. Et un accord national interprofessionnel, vous le savez comme moi, il y a toujours des enjeux macro et plus importants que ceux qu'il y a dans le texte et dans la lettre du texte. Il n'en demeure pas moins que l'ANI de 2020, étonnamment, ne contient aucune occurrence de la santé mentale, 3 occurrences de l'organisation du travail et 19 occurrences conditions de travail. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, j'utilise le conditionnel, que dans le cadre de cette ANI, on a eu un prisme d'analyse plutôt conditions de travail, donc restrictif, limité, et moins organisation du travail. On l'a vu, peut-être qu'il s'agit là de voir que pour la stratégie syndicale, de ne pas aller sur un terrain qui vise à étendre le champ des prérogatives de l'employeur. Et puis du côté des organisations patronales, on peut le comprendre aussi. Qui dit organisation du travail dit augmentation du risque contentieux. Donc là, peut-être qu'il y a un risque aussi. Donc voilà. Tout ça pour dire que le droit, ce n'est pas que des réponses, ça me semblait important de le dire aussi, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup de non-réponses. Un juriste qui a la réponse à tout, il faut vraiment s'en méfier. Éviter les errements, éviter le contentieux, il me semble que la solution, c'est dans un dialogue social d'entreprise sur la santé au travail. C'est peut-être d'abord, dans le niveau de l'entreprise, le plus approprié que ces questions pour éviter les écueils que j'ai pu présenter est le plus approprié. Quelques références bibliographiques et je vous remercie de votre attention.
Merci à Franck Héas qui vient donc de vous dire gentiment qu'il n'aura pas la réponse à toutes les questions que vous allez lui poser, mais vous pouvez tout de même les lui poser via la plateforme ou dans la salle, vous levez la main. Un petit mot parce que j'ai vu beaucoup de personnes sortir des téléphones portables et prendre en photo les présentations. Vous les aurez très prochainement. Un lien vous sera envoyé avec le replay, avec les ressources et avec les présentations. Si vous êtes derrière vos écrans, vous pouvez les télécharger tout de suite via l'onglet Programme. Alors je vais commencer par les questions du chat. Question de Nicolas Mélon. Il l'a posée au milieu de votre présentation. Je pense que vous avez amené des éléments de réponse, mais je vous la repose. Le Code du travail prévoit désormais que l'évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés doit se faire y compris dans l'organisation du travail. Article L 4121-3. Disposez-vous de repères juridiques sur ce qu'est l'organisation du travail ? Alors, de repères juridiques, ceux que j'ai donnés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de jurisprudence, j'ai fait un appel du pied à la négociation collective, etc. J'ai peu parlé des accords collectifs, mais j'ai aussi peu parlé de la loi. Ce qui est intéressant dans le phénomène que j'ai essayé de décrire, c'est aussi la place du législateur. Parce que le législateur, il accompagne le mouvement. Bien évidemment, on a parlé de jurisprudence, les juges, ils interviennent dans le cadre de la loi. Et dans le cadre de la loi, notamment dans le cadre du Code du travail, dans la partie 4 du Code du travail sur la santé au travail, la question de l'organisation du travail, elle est là, elle est centrale. Et elle est centrale dans les premières dispositions de cette partie 4 du Code du travail. Alors bien évidemment, dans l'article 4121-2 sur les principes généraux de prévention, dans l'obligation générale de prévention, et puis la loi de 2021 que j'évoquais tout à l'heure est venue aussi compléter. On vient de parler de l'article L4121-1-2-3. Je fais vraiment du droit technique aujourd'hui, vous l'avez vu. Donc ça se suit, mais ce n'est pas compliqué. -1, -2 et -3, ils se suivent. Ça ne vous a pas échappé. Hein. Mais ça, c'est important d'un point de vue juridique. Parce que la loi est venue compléter le -3, qui est le principe d'évaluation des risques, et de rajouter qu'en effet, et c'est le lien avec le document unique, que l'évaluation des risques doit aussi se faire en prenant en compte l'organisation du travail, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on a aussi dans ce mouvement d'évolution de la jurisprudence, il ne vient pas de nulle part, bien évidemment, il s'appuie sur un cadre légal qui fait aussi une place très très importante à cette organisation du travail. Des questions dans la salle, vous levez la main, et Paul et Boubacar, voilà, Monsieur Salingro est par là, on vous amène un micro. Je prends en attendant la question d'Aurélien Poirier. Organisation de la santé au travail, un regard est-il également porté vers les co-traitants et les sous-traitants, dont certains ont des statuts de travailleurs non salariés? Alors, Monsieur Poirier donne des exemples, ubérisation, recours à des prestataires, régime micro-entreprise dans le monde de la formation, par exemple. Alors ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant vis-à-vis des auto-entrepreneurs, enfin de ces salariés ubérisés qui travaillent pour des plateformes, etc., sur le terrain de la santé au travail. La jurisprudence se développe d'abord sur la question de savoir est-ce qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, est-ce qu'il y a un lien de subordination qui joue sur eux, parce que c'est la question préalable. C'est la porte d'entrée. S'il y a un lien de subordination, il y a un contrat de travail, et donc là, tout le droit du travail s'applique, et notamment les problématiques de santé au travail. Bernard Salingro, vice-président du conseil d'administration de l'INRS. Oui, merci pour votre présentation tout à fait intéressante et bien documentée. Il y a un petit point de détail qui est important, me semble-t-il, c'est l'accord sur le stress de juillet 2008 qui a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux, salariés et employeurs, c'est pas tous les jours, et qui, comme dans son premier point de facteur de stress, cite l'organisation du travail. Et je pense que c'est important à mettre dans la liste de vos références, parce que c'est vrai que dans l'ANI, on n'en a pas beaucoup parlé, mais auparavant, c'était acté. Malheureusement, cet accord sur le stress, qui a été consensuel entre tous les partenaires sociaux, qui a fait l'objet d'une subrogation par la DGT, est peu connu et peu utilisé au niveau juridique. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, alors vous avez parfaitement raison et je suis d'accord avec vous. Alors le temps qui m'est imparti ne me permettait pas de tout évoquer. Hein. Je l'ai dit que j'ai laissé de côté ces questions des sources conventionnelles dont font partie les ANI. Donc vous avez raison avec l'ANI de 2008 sur le stress au travail. Et on peut même remonter encore plus loin en rendant d'une certaine manière honneur aux partenaires sociaux, avec un autre ANI, moi que j'aime vraiment bien, qui est encore moins connu que celui de 2008, qui est celui de 1975. Avec un vocabulaire qui est d'une modernité pour l'époque, avant la loi de 76, enfin voilà, qui évoque les problématiques déjà de santé mentale, d'organisation du travail, de pénibilité, d'épanouissement des travailleurs, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, je l'ai pas évoqué ici, mais l'importance, l'intérêt et la portée des accords nationaux interprofessionnels est à souligner en effet. Ouais.
Question de la salle, on va vous apporter un micro, madame. Je prends la question de Thierry Gantois. Dans la jurisprudence actuelle, est-on plutôt sur une obligation de sécurité de résultat ou plutôt une obligation de sécurité de moyens? Alors, je vais faire ma réponse à moi. Oui. Hein On n'est pas tout à fait d'accord entre juristes. Moi, je suis un juriste simpliste, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre parce que la Cour de cassation nous l'a dit. D'accord ? La Cour de cassation parlait d'obligation de sécurité de résultat. Elle ne parle plus d'obligation de sécurité de résultat. D'accord ? Elle parle d'obligation légale. Donc, moi, je vais vous dire, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une obligation légale. Parce que c'est plus simple. Obligation légale, ça fait référence à la loi et tout est dans la loi. Cette obligation générale de prévention de l'employeur, le cadre d'intervention, la proactivité qui est attendue de lui, elle est dans les dispositions qu'on a évoquées tout à l'heure du Code du travail, où on a tout un vocabulaire de l'action, de la proactivité qui est attendue de l'employeur en matière de santé au travail. Et puis il y a un autre argument juridique, c'est que obligation de résultat, obligation de moyens, etc., il y a une dimension juridique aussi qui est importante, c'est un vocabulaire de contrat. Les obligations de résultats et de moyens, elles sont dans les contrats, quels qu'ils soient. Là, la volonté de la Cour de cassation, dans sa jurisprudence de 2015, de mettre le curseur un peu plus largement que le contrat de travail, c'est de renvoyer directement à la loi, d'où la dénomination obligation légale, et de bien insister sur le fait que le cadre d'intervention de l'employeur en matière de prévention, en matière de santé au travail, il est moins fixé par le contrat de travail, il l'est bien évidemment, mais il ressort d'abord des dispositions légales. Question de Cyril Bergman. Quelles sont les décisions de jurisprudence liées au télétravail ? Alors, je ne suis pas à jour de toute la jurisprudence parce qu'on ne va pas tout suivre. Alors, on n'a pas d'arrêt à ma connaissance de la Cour de cassation. On commence à avoir quelques décisions des juridictions du fond, donc premier juge et puis Cour d'appel. On a quelques contentieux, alors je ne vous donnerai pas les dates, mais de manière récente sur les dernières semaines ou sur les derniers mois, sur la qualification accident du travail ou pas de l'accident qui survient au salarié qui est en télétravail. Lorsqu'il descend dans la rue pour faire autre chose, ou alors il s'est déconnecté, il a pointé qu'il n'était plus en travail, mais il revient dans le bureau, il descend, il monte un escalier, enfin voilà, sur la question de savoir s'il y a accident du travail ou pas. Madame, est-ce que vous pouvez vous lever, vous présenter ? Oui. Bonjour, Pascal Speka, je suis psychologue du travail et en charge de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie et des conditions de travail à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Vous avez évoqué l'importance du dialogue social sur la santé au travail. Est-ce que vous pouvez et je partage tout à fait, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur les obligations en la matière de négocier sur la santé au travail dans les organisations? Merci. Alors, je vais essayer de faire une réponse courte, mais avec plusieurs éléments. Il n'y a pas à proprement parler d'obligation de négocier sur la santé au travail. On a, depuis la loi de 2021, dans le cadre de l'obligation de négocier sur la QVCT, intégré dorénavant la possibilité d'ouvrir ce sujet-là, cette thématique, aux problématiques de sécurité, de santé et de prévention. Mais dans la liste des thématiques rattachées à la QVCT, c'est une possibilité, c'est une option. D'accord ? Mais qui existe et qui existait avant que la loi 2021 intervienne. Deuxième chose, je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais dans les entreprises, et c'est un constat, ce n'est pas un jugement de valeur, hein. Dans les entreprises françaises, on négocie très très peu sur les questions de santé au travail. Hein, les bilans annuels de la négociation collective le montrent. Les sujets de négociation premiers restent les mêmes, durée du travail, salaire, participation, etc. On négocie très très peu sur les questions de santé au travail. Il y a des accords hein, au niveau ANI, au niveau des branches, au niveau des entreprises, des accords même qui peuvent être intéressants, innovants ou pas, mais il y a des négociations. Mais massivement, on ne peut pas observer une négociation très très forte dans les entreprises en matière de santé au travail. Alors, quels sont les facteurs d'explication ? Est-ce que c'est un sujet qui n'intéresse pas, sur lequel le consensus est plus compliqué ? Alors déjà, il y a des habitudes. On a l'habitude de négocier sur les salaires, moins sur la santé au travail. Après, il y a quelques éléments de facteurs aussi, d'évolution du droit qui sont quand même importants. Je pense que la disparition du CHSCT, la diminution du nombre de représentants du personnel en entreprise, le taux de couverture des salariés couverts par une instance spécifique
spécifiquement dédié aux problématiques de santé au travail, disparition du CHSCT, a aussi joué. Et il y a un autre élément qui me semble important aussi, c'est que depuis les ordonnances, le nombre d'accords négociés par des délégués syndicaux, qui était il y a une petite dizaine d'années à plus de 80%, est passé en dessous de 60%. Donc on a aussi des formes de négociation qui passent par l'acte unilatéral, le référendum, etc., qui ne sont pas à proprement parler un processus de négociation collective comme on l'entend traditionnellement, avec une proposition qui est mise sur la table, une contre-proposition, une discussion, etc., etc. Monsieur, je vous laisse vous lever. Une question rapide, s'il vous plaît. Oui, une question rapide, c'est par rapport à l'adéquation avec la vie privée. Dans la Cour de cassation, dans sa chambre sociale du 13 avril 2023, a rappelé l'obligation donc de mettre en œuvre des entretiens annuels pour évoquer la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle. Est-ce que ce n'est pas un élargissement beaucoup plus important que ce que vous avez évoqué finalement ? Alors, c'est ce phénomène, c'est ce phénomène de surpersonnalisation du travail et de surprofessionnalisation de la personne. Là encore, je n'ai pas évoqué toutes nos recherches, etc. On l'a déjà noté dans un certain nombre de tendances en droit, notamment les accords QVT première génération, dans les processus d'intervention également, des OCAM, des organismes complémentaires d'assurance maladie, qui proposent des offres de couverture du risque santé aux entreprises, qui intègrent de plus en plus des problématiques santé au travail, organisation du travail. Donc ce que je veux dire par là, et comme vous le dites, il y a une interconnexion vraiment renforcée entre la vie professionnelle et la vie privée, la qualité de salarié, la qualité de personnes que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une tendance très très forte, celle à l'individualisation à l'individualisation en matière de santé au travail, dont je pense on n'a pas exploré encore toute la portée, tous les tenants et les aboutissants. Quelques questions du chat. Vincent Jacquemont, nous avons vu dans la présentation de Madame Boigny qu'il est important de renforcer la prévention des RPS. Pensez-vous que ce renforcement de la prévention passe nécessairement par 1. Renforcer la possibilité pour les juges de contrôler l'organisation que l'employeur souhaite mettre en place. 2. Un renforcement de la possibilité de sanctionner un employeur lorsque l'organisation du travail qu'il met en place produit des effets délétères sur la santé mentale des salariés. Oui et oui. Merci beaucoup. Non. Ça, c'est rapide. Oui, bien évidemment. Alors, c'est déjà le cas. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, et là c'est un propos de juriste, j'ai insisté, je pense que vous avez bien compris, ce passage des conditions de travail vers l'organisation du travail, cet élargissement du pouvoir d'intervention de l'employeur. Juridiquement, il y a un adage, alors que je ne retrouve plus, mais qui est de dire gros pouvoir, grosse responsabilité. Et on ne peut pas avoir les uns sans les autres. Donc bien évidemment, s'il y a un pouvoir d'intervention de l'employeur qui augmente, les responsabilités vont avec. Et qui dit responsabilité, intervention possible du juge, donc sanction éventuelle. Question d'Emmanuel Poléviac. Une conséquence paradoxale n'est-elle pas que l'employeur refuse d'aborder les risques organisationnels étant donné qu'ils sont source de contentieux? C'est ce que vous avez dit dans la dernière... Ouais. Voilà. Question de Viviane Sèvres. Le New Public Management a été instauré dans les institutions publiques depuis une vingtaine d'années, générant un tsunami de RPS. Y a-t-il autant de condamnations dans le secteur public que dans le privé? Alors non. Il y a des différences, on va dire, entre la jurisprudence du juge judiciaire, du juge privé, du juge du contrat de travail, le juge prud'homal, et puis le juge administratif. Il y a des contentieux, hein, dans le cadre de notre recherche, on a une collègue qui a travaillé sur ces questions-là, mais dans l'ensemble, et pour le faire rapidement, la jurisprudence administrative est beaucoup moins avancée que la jurisprudence judiciaire privée sur ces questions de prise en compte des organisations du travail et de leurs effets sur la santé mentale des salariés. Principalement, le juge administratif, il va intervenir, il va sanctionner, pour faire simple, sur le terrain du harcèlement moral. Après, sur les risques organisationnels à proprement parler, il est beaucoup moins à l'aise, il y a beaucoup moins de contentieux. Dernière question d'Aurélien Poirier, que je n'ai pas compris, mais je vais faire comme si je l'avais compris. J'espère que je vais la comprendre. Le rôle du salarié désigné compétent est-il pleinement considéré au regard de la jurisprudence, entre parenthèses, absence sanctionnée, interlocuteur à terme dans la gestion des RPS via son rôle dans l'évaluation des risques professionnels? J'espère que vous avez compris. Alors, vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas entendu le début, s'il vous plaît. Le rôle du salarié désigné compétent est-il pleinement considéré au regard de la jurisprudence, entre parenthèses, absence sanctionnée? Point d'interrogation. Le rôle du salarié... Merci Aurélien Poirier pour cette... Je suis désolé. Alors, il la repose. L'absence du salarié désigné compétent est-il sanctionnable? Alors apparemment, il fait référence à quelque chose ou une situation particulière lorsqu'il évoque ce salarié compétent.
j'avoue que je n'ai pas la référence. Monsieur Poirier, on essaiera de vous répondre dans le chat. Voilà. J'ai bien vu que vous aviez 2 questions dans la salle. Monsieur, madame, ce que je vous propose, c'est que nous allons marquer une pause et vous empêcherez monsieur Eas d'aller prendre un café tranquillement et vous lui poserez à ce moment-là. Merci beaucoup à Franck Eas. Merci.